Bonjour, je suis le docteur Dorcas Chomba. Je suis chirurgien orthopédiste au Kenya et je vais vous parler des fractures de la tête radiale. C'est la seule information que j'ai à communiquer. Il s'agit d'une entreprise locale. Je vais maintenant vous présenter une brève biographie de ma personne, ainsi que les principaux points de notre conversation concernant les fractures de la tête radiale. Nous commencerons par l'anatomie normale. Pour les fractures de la tête radiale, il y a l'humérus distal qui s'évase vers le bas. L'épicondyle médial se trouve du côté médial, tandis que l'épicondyle latéral se trouve du côté latéral. La trochlée, à l'extrémité épiphysiale du côté médial, s'articule avec le cubitus. Le capitulum, du côté latéral, s'articule avec la tête radiale en tournant le cou et le radius proximal vers le bas du côté latéral. Ce qui est important, c'est que le capitulum se situe à environ 30 degrés en avant de l'humérus. Vous savez que le capitulum a une forme convexe et qu'il s'articule avec l'aspect concave de la tête radiale. Il faut également se rappeler que cette vue, sur la radiographie, se chevauche. Il est donc important de pouvoir tracer la continuité osseuse avec la surface articulaire appropriée afin de ne pas manquer une luxation, D'autres structures importantes sont la tubérosité radiale, l'échancrure radiale, qui s'articule avec la tête radiale, et l'apophyse coronoïde, qui fait partie du cubitus. Ainsi, comme nous l'avons dit, la radiographie, en particulier la vue latérale, doit permettre de suivre le capitulum à environ 30 degrés en avant de l'humérus, l'aspect convexe s'articulant avec la tête radiale et le trochléaire s'articulant avec le cubitus. Vous devez être en mesure de vous assurer que le bon os s'articule avec ses partenaires distaux corrects. Vous manquerez la dislocation. Si j'insiste sur ce point, c'est parce que cela s'est produit récemment dans notre unité. La personne qui a vu le patient a d'abord pensé qu'il n'y avait pas de luxation. Mais lorsque nous avons examiné la radiographie, nous avons pu constater que le capitulum ne s'articulait pas avec la tête radiale et qu'il y avait une luxation subtile. Ils n'ont pas pu obtenir des images correctes à cause de la douleur. Je pense donc que c'est la raison pour laquelle ils n'ont eu qu'une seule vue latérale. C'est pour cela qu'on l'a facilement raté. Les bases de l'articulation du coude en général. L'articulation du coude est une articulation à charnière, ce qui signifie qu'elle permet un mouvement principalement dans un seul plan. Elle est tapissée de cartilage hyaline. C'est une articulation synoviale entourée d'une capsule. La capsule est prise médialement et latéralement pour former les ligaments collatéraux. L'articulation du coude est entourée de plusieurs bourses qui contribuent à réduire le frottement des parties mobiles de l'articulation. Les autres structures de tissu mou importantes sont le coussinet adipeux antérieur et postérieur et plus spécifiquement les articulations radiocapitulaires. Il s'agit d'une articulation pivotante, ce qui signifie qu'elle permet des mouvements de rotation. Comme vous l'avez dit, la capsule est prise pour former les ligaments collatéraux médiaux et les ligaments latéraux latéraux. Comme vous pouvez le voir sur cette image, le vert est la capsule articulaire. Le bleu est le ligament annulaire. Le rouge se trouve sur le côté médial, c'est le ligament collatéral médial. Le jaune est le ligament collatéral radial. Si nous examinons ces structures de manière encore plus détaillée, commençons par le côté médial.
Du côté médial, le ligament médial ou anacolatéral est en fait constitué de 3 bandes, la bande antérieure, la bande postérieure et la bande oblique. Et du côté latéral, le ligament latéral externe est en fait un complexe composé du ligament latéral, ulnaire et annulaire, le ligament radio-collatéral, le ligament. Le ligament collatéral latéral accessoire devrait se trouver à cet endroit. Avec cette coupe sagittale, je veux que nous remarquions où se trouve le coussinet adipeux, c'est-à-dire le coussinet adipeux postérieur et le coussinet adipeux antérieur. Cela permettra d'évaluer sur la radiographie si vous avez des fractures subtiles. Nous en reparlerons lorsque nous examinerons la radiographie. Plus de détails sur la tête radiale. L'apport sanguin à la tête radiale provient de l'artère récurrente radiale et de l'artère récurrente interosseuse. La tête radiale est en fait un disque sur la surface supérieure. Il est concave et recouvert d'une surface articulaire. Le bord du disque est en partie recouvert d'une surface articulaire à environ 280 degrés. Il y a ensuite une partie qui n'est pas couverte par la surface articulaire. C'est ce que nous appelons la zone de sécurité. Elle se situe entre 90 et 110 degrés. On peut délimiter cette région en traçant une ligne à partir de la styloïde radiale jusqu'à la tête radiale et une autre ligne à partir du tubule du listus jusqu'à la tête radiale. Cette zone a peu ou pas de cartilage, ce qui signifie qu'elle n'est pas articulée. C'est donc une bonne zone pour placer les implants, les plaques et les vis sans interférer avec la surface articulaire. Les fractures de la tête radiale représentent environ 1 à 4% des fractures chez l'adulte et environ 20 à 30% des fractures du coude. Elles sont le plus souvent observées entre 30 et 60 ans. Le mécanisme de la blessure est généralement une chute sur une main tendue. Le bras est donc tendu, l'avant-bras est en pronation. Les forces se répercutent à travers le radius et impactent la tête radiale. Dans certains cas, il s'agit d'un coup direct. C'est ceux qui regardent le football. C'est ainsi que Messi s'est blessé à la tête radiale. Le patient se plaint d'une douleur autour du coude associée à un gonflement. Il peut être incapable d'étendre et de fléchir l'articulation du coude ou ressentir une douleur plus forte dans certains mouvements comme la supination du don. Lorsque vous examinez le patient, vous pouvez constater une déformation évidente en cas de luxation associée ou simplement un gonflement, une ecchymose ou un bleu autour du coude. Il y a une sensibilité surtout sur la face latérale, de la tête radiale et du coude. Les fractures de la tête radiale peuvent être associées à des lésions ligamentaires. Ainsi, chaque fois que possible, il est bon d'évaluer la stabilité autour du coude, bien que cela puisse être difficile dans un contexte aigu en raison de la douleur. Toutes les structures neurovasculaires distales du coude doivent être évaluées, à la fois l'artère radiale et ulnaire, l'artère radiale médiane.
Et il faut noter que Bolster et ses collègues ont démontré que il y avait une pulsation associée du nerf interosseux postérieur avec ou des fractures proximales proches de la tête et du cou radio. Et ensuite, vous écoutez les antécédents du patient que vous avez examiné et vous pensez qu'il souffre d'une fracture de la tête radiale. Vous demandez alors des rayons X. Que recherche-t-on dans les radiographies? Les vues courantes que nous utilisons pour évaluer l'articulation du coude sont une vue antéro-postérieure et une vue latérale. Parfois, tout ce que l'on peut voir sur la vue latérale est un signe de coussinet adipeux. Nous en voyons un ici. Ces signes ne sont pas présents sur une radiographie normale, comme vous pouvez le voir sur cette radiographie, qui est normale. Mais la présence d'un signe de coussinet adipeux, antérieur ou postérieur, peut indiquer la présence d'une fracture, y compris d'une fracture du radius. Tête et du cou. Comme vous pouvez le voir sur la vue latérale simple, il y a généralement un chevauchement formé par la coronoïde sur la tête radiale. Cela peut masquer un facteur subtil pour pouvoir visualiser plus clairement la tête radiale sans le chevauchement de la coronoïde. On peut demander une vue de la travée verte. L'ABC est donc A pour alignement. Assurez-vous qu'il n'y a pas de perte d'alignement entre les surfaces articulaires A. B est pour le contour osseux, donc vérifiez qu'il n'y a pas de rupture corticale. C est pour le cartilage et les tissus mous, donc dans ce cas, les structures des tissus mous qui peuvent vous alerter sur une fracture de la tête radiale sont le signe. Souvent, les radiographies sont tout ce dont vous avez besoin pour décider de la marche à suivre en termes de prise en charge de la tête radiale. Si vous avez accès à la tomodensitométrie, le scanner peut être très utile, surtout si vous suspectez une fracture de la tête radiale, mais que vous n'êtes pas en mesure de la voir sur une radiographie ordinaire. Radiographie. Dans le cas d'une fracture de la tête radiale, la tomodensitométrie permet de mieux visualiser l'atteinte intra-articulaire. Comme vous pouvez le voir ici, vous êtes en mesure de voir l'orientation des lignes de fracture et donc de planifier l'application de la jambe et des vis. L'IRM n'est indiqué que si l'on soupçonne une lésion ligamentaire associée. Il existe deux classifications qui sont communément décrites autour de la tête radiale et du cou. La première est la classification de l'OE et la seconde est la classification de Mason's. La classification de Mason est la plus couramment utilisée et a été conçue par Mark Mason en 1954. Il n'a décrit que les types 1, 2 et 3. Le type 4 a été ajouté plus tard par Johnstone en 1962 et, plus tard, Hotchkiss a modifié cette classification pour mieux définir la nécessité d'une prise en charge chirurgicale. La fracture de mission de type 1 est une fracture de la tête ou du col du radius qui est peu déplacée, et le seuil est de 2 mm. Le type 2 est une fracture déplacée de plus de 2 mm et impliquant plus de 30% de la tête radiale. Une fracture de type 3 est une fracture de la tête radiale et du col commun, et une fracture de type 4 est une fracture de la tête radiale, du col ou du col associé à la luxation. Comme pour tout patient victime d'un traumatisme, la première chose à faire est de s'assurer que toutes les blessures mettant en jeu le pronostic vital sont éliminées, conformément au protocole ATLS. Une fois que les blessures menaçant la vie sont réglées, il faut s'occuper des blessures menaçant les membres, des blessures vasculaires et du syndrome du compartiment. Dans le cadre des soins d'urgence, il faut donner aux patients des analgésiques,
réduire le membre en charpie et, s'il s'agit d'une fracture ouverte, suivre les protocoles de fracture ouverte de votre établissement, ce qui inclut généralement l'irrigation de la plaie avec du sérum physiologique ou de l'eau courante propre. Mettez la plaie au repos, prenez une photo afin d'éviter que de nombreuses personnes n'aient à exposer la plaie juste pour la voir avant que le patient ne soit débridé, et commencez tôt. S'il y a une luxation associée, comme dans le cas d'une blessure incompresa de type 4, la luxation doit être réduite le plus tôt possible. Une fois que les soins d'urgence ont été prodigués, on procède à la planification de la prise en charge définitive. Une partie de la planification consiste à recueillir les antécédents du patient, à l'examiner afin de procéder aux examens d'imagerie appropriés et à d'autres investigations pertinentes, à apprendre la chirurgie en fonction de la classification de la fracture, de l'équipement et de l'expertise disponible. Si vous ne disposez pas de l'expertise ou de l'équipement nécessaire, il est préférable d'envoyer le patient dans un établissement approprié. Je trouve les principes AO de gestion des fractures très utiles pour toutes les fractures. Dans le cas de la tête radiale, la première chose à faire est de s'assurer que la fracture est réduite et alignée. S'agissant d'une fracture intra-articulaire, il faut viser une réduction anatomique. Le deuxième principe est de s'assurer d'une bonne stabilisation. Le troisième principe est de s'assurer de préserver les tissus mous et l'irrigation sanguine du site de la fracture. Le quatrième principe est une rééducation appropriée avec A, une amplitude de mouvement précoce suivant la classification de Mason. Comme nous l'avons dit, Hodgkiss l'a modifié pour mieux définir la nécessité d'une intervention chirurgicale. Le premier maçon est généralement traité de manière non opératoire. Il peut s'agir d'un plâtre, d'une plaque ou de quelque chose d'aussi simple qu'une écharpe de bras. Le Mason 2 peut être traité de manière conservatrice, à moins qu'il n'y ait un bloc mécanique avec instabilité, ce qui nécessitera une réduction ouverte avec fixation interne ou une excision du fragment s'il est trop petit. En cas de blocage mécanique avec instabilité, le fragment doit être fixé et les ligaments reconstruits. Un maillon 3 indique généralement que le patient doit subir une intervention chirurgicale. Celle-ci comprendra une réduction ouverte, une fixation interne, des vies mortes ou des vies uniquement, en fonction de la taille du fragment, puis une reconstruction des ligaments. Si les fragments sont trop nombreux pour être fixés, il est possible d'exciser la tête radiale. Si le remplacement de la tête radiale est disponible, il est conseillé de procéder à l'excision et au remplacement. S'il n'est pas disponible, on peut procéder à une excision seule. Si les ligaments sont touchés, la reconstruction ligamentaire doit être faite avec un mason 4, qui est une fracture de la tête radiale, et du cou, avec la dislocation et la réduction de la dislocation traitée comme un mason 3. Voilà donc les options dont nous avons discuté. Pour la prise en charge non opératoire, on peut utiliser un plâtre et une attelle ou quelque chose d'aussi simple qu'une écharpe de bras. Souvent, il n'est pas nécessaire de faire un plâtre complet et une écharpe peut suffire. Pour la fixation, vous pouvez utiliser une plaque. N'oubliez pas de la placer dans la zone de sécurité. Comme nous l'avons déjà dit, vous pouvez parfois utiliser des vis, mais seulement des vis sans tête, en fonction de la configuration de la fracture.
S'il s'agit d'une fracture de type 3 qui ne peut pas être fixée, on peut procéder à l'excision de la tête radiale ou à l'excision et au remplacement de la tête radiale. Plusieurs approches peuvent être utilisées pour aborder la tête radiale. Les plus courants sont H, Kaplan-Cockers. Il y a aussi l'approche de Boyd. Le Kaplan utilise donc l'intervalle entre l'ECRL et l'EBC. L'approche de Cocker se situe entre l'enconé et le CU et l'approche de Boyd entre l'enconé et le cubitus. Une autre approche a été décrite, l'approche de Wrightington. L'approche de Wrightington utilise également cet intervalle entre l'enconé et le cubitus. La seule différence entre le Wrightington et le Boyd est que dans le Wrightington, le chirurgien effectue une ostéotomie de la crête du supinateur. Il est parfois difficile d'obtenir cet intervalle entre l'ECRL et l'EDC. Certains pratiquent une approche de division de l'ECD. Toutes ces approches ont des avantages et des inconvénients, comme vous pouvez le voir sur cette vue. Le Kaplan vous amène très près du nerf interosseux postérieur. Le coccus passe maintenant par le ligament collatéral ulnaire latéral. Et comme je l'ai dit, avec l'approche de la crête du supinateur de Wrightington, il y a un risque de non-union de l'ostéotomie ou de nécrose de la tête radiale. Rolla et ses collègues ont montré que le traitement arthroscopique des fractures de la tête radiale est possible avec de bons résultats. En comparant les différentes approches, l'approche de Kaplan donne une plus grande visibilité de la surface du radius proximal par rapport au Cocker. C'est ce qu'ont montré Burniss et ses collègues en termes d'instabilité postérolatérale. Carolambus a comparé l'approche de Wrightington avec l'approche postérolatérale et leur conclusion a été que l'approche de Wrightington est supérieure à l'approche focale en termes de stabilité. David et Blona ont fait des démonstrations cadavériques. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé avec l'approche de Kaplan, et une fois que la tête radiale a été exposée, ils ont testé l'instabilité postérieure et il n'y a pas eu d'instabilité postérolatérale avec l'approche de Kaplan. Puis, sur le même cadavre, du côté contralatéral, ils ont fait une approche de Cocker. Dès qu'ils exposent la tête radiale, ils évaluent l'instabilité postérolatérale et ils ont pu montrer qu'il y avait une instabilité postérolatérale avec l'approche de Cocker. L'autre élément à prendre en compte lors de l'approche de la tête radiale est le nerf interosseux postérieur. Dilibati et ses collègues ont démontré que le nerf interosseux postérieur est le plus sûr avec le brassum, l'inclinaison lors de l'approche de la tête radiale. En utilisant l'approche de la tête radiale, bien que cela ne s'applique pas tout à fait à l'approche de Boyd ou de Wrightington. Une fois que vous avez fixé les patients qui ont besoin d'une prise en charge chirurgicale ou que vous avez appliqué leur attelle sur le bras pour la prise en charge non chirurgicale, c'est ce qui guidera le protocole de rééducation. Mais pour le coude, il est préférable d'obtenir une amplitude de mouvement précoce, car cela réduit le risque de raideur articulaire. Certaines des complications observées au niveau de la tête radiale et du cou sont liées à la chirurgie, du nerf interosseux postérieur, perte de fixation de l'implant ou instabilité du coude. Il y a non-union lorsque l'os ne s'unit pas ou malunion lorsque l'os s'unit dans une position insatisfaisante.
L'ossification hétérotrophique est également un problème, l'arthrite précoce ou l'arthrose secondaire, car il s'agit généralement d'une fracture intra-articulaire, est également à craindre. La raideur du coude et la perte de rotation de l'avant-bras la synostose radiale ulnaire, est également préoccupante, en particulier avec la voie d'abord de Wrightington où vous. En cas d'excision de la tête radiale sans remplacement, la lésion des sexes est préoccupante. N'oubliez pas que la tête radiale est le principal stabilisateur des forces longitudinales autour de l'avant-bras et du coude. Ainsi, avec la perte de la tête radiale, le radius se raccourcit, ce qui entraîne une rupture radiale ulnaire distale. Voici quelques-unes de mes références. Je vous remercie de votre attention. Vous avez des questions ?